Noël dans ma famille, c'est un gros bordel parce que Noël chez les Orientaux, c'est loin de ressembler à ce que vous connaissez. Quand on vous dit Noël, vous imaginez un sapin, des guirlandes, une dinde dans le four, une cheminée, bref, une image très standardisée, voire même un peu occidentalisée. Mais pour nous, que ce soit arménien, libanais, donc mes origines, ou plus largement les familles orientales, Noël c'est vraiment très folklorique. Et nos traditions, elles sont un tout petit peu différente de ce qu'on peut connaître en France. Déjà chez nous les Arméniens de la diaspora en général, Noël se fête 2 fois, le 25 décembre et le 6 janvier. Deuxièmement, Noël est une période complète, pas juste une fête. En général, ça commence un petit peu avant le 24 pour les préparatifs et ça se termine après le 6 janvier quand on enlève les décorations. Rajoute le nouvel an et t'obtiens 2 semaines de pure fiesta. Donc je peux te garantir que c'est une organisation militaire. Bienvenue dans ce 15e épisode de mon calendrier de l'Avent 2025. Ça fait très bizarre de dire 15e épisode. Et aujourd'hui, je vais vous raconter toutes les coutumes que ma famille mélange et qui rend notre Noël unique. Déjà, la première question qu'on nous pose, c'est pourquoi vous fêtez Noël 2 fois? Alors en réalité, on le fête pas 2 fois parce que ça nous amuse, mais plutôt parce qu'on n'appartient pas aux mêmes traditions chrétiennes que celles qui sont initialement appliquée en France. Côté arménien, comme on fait partie de l'église apostolique arménienne, qui est une église membre des églises orthodoxes de 7 conciles, on ne fait pas Noël le 25 décembre, mais plutôt le 6 janvier, parce que la tradition initialement voulait qu'on fête la naissance et le baptême de Jésus le même jour, donc on fêtait Noël et l'épiphanie le 6 janvier. Je te laisse retourner sur la vidéo du jour 1 pour en savoir un peu plus. Et comme on vit en France, pays majoritairement catholique, et en plus on a une partie de notre famille qui est catholique et française catholique, donc on fête déjà une première fois Noël le 24 au soir, pour le 25, parce que concrètement on veut pas choisir entre les deux. On ne veut pas choisir et on veut partager cette fête avec toute notre famille, peu importe la branche dont elle provient. On fait la fête 2 fois, franchement on va pas s'en plaindre. Au-delà des dates, comme on en a déjà parlé, Noël c'est vraiment une période complète. Imaginez que les préparatifs ils commencent en général 2-3 jours avant le 24 et ils se terminent bien après le 6 janvier, le temps de tout nettoyer, ranger. Vous imaginez bien que je vais pas laisser tout ça au milieu de mon salon, faut pas abuser non plus. Donc pendant quasiment 2 semaines, fête omniprésente, plats, repas, cuisine, ménage des invités tous les jours. Mais au milieu de ce chaos organisé, on garde quand même l'essentiel en tête. Noël et toute la période célèbrent la naissance du Christ avant toute chose. Donc en plus de toute l'organisation à la maison, il y a bien sûr des prières spécifiques, des chants liturgiques, des rendez-vous à l'église, en plus des messes classiques qui se tiennent le dimanche. Sachant que pendant toute la période de l'Avent, on a des dimanches de la nativité, c'est-à-dire que les dimanches qui précèdent Noël sont des dimanches où on va expliquer et retracer toute l'histoire de la nativité à l'église. Assez parlé théorie, on va parler cuisine. Parce que la première coutume culinaire à laquelle on ne peut pas échapper sur nos tables de fête, c'est le blé. Les plats à base de blé, c'est vraiment la tradition à laquelle tu ne peux pas échapper sur une table de fête orientale. Parce que le blé, ça représente l'abondance. Évidemment, on retrouve une recette propre à chaque pays. Par exemple, au Liban, on va faire ce qu'on appelle le sliha. En général, c'est fait le 4 décembre pour la Sainte Barbara. Mais les Arméniens du Liban vont refaire ça pour Noël. Et on appelle ça le hadig. Hadig qui signifie littéralement le grain, en référence au grain de blé, vous avez compris. Chez les autres Arméniens, que ce soit en Arménie, en diaspora, on a ce qu'on appelle le hanouch abour. Ça veut dire littéralement soupe sucrée. Donc on est vraiment sur un plat très simple, qui ne coûte pas cher, qu'on peut produire en abondance et qui reste nourrissant et gourmand. Je connais pas la recette exacte, vous demanderez à ma mère, mais ça comporte du blé, des fruits secs, des épices comme de la cannelle, de la muscade, parfois des graines, des pois chiches, des amandes. Franchement, je sais pas. Moi, je mange le blé avec du sucre et c'est réglé. Et évidemment, en général, on en fait énormément, beaucoup plus que ce qu'il faudrait pour satisfaire les présents au réveillon, afin de pouvoir en distribuer à tous nos amis, nos voisins, la famille qu'on n'aura pas vue exactement le jour du réveillon, parce que c'est absolument un plat à partager. Le prochain plat est tellement symbolique qu'on a carrément une musique. Heydjan Rapama. Alors le Rapama pour les Arméniens, c'est vraiment un classique de Noël. C'est une énorme courge farcie avec du riz, encore une fois des fruits secs, des noix, des raisins. On met parfois aussi un petit peu de miel, un petit peu de cannelle et on fait cuire le tout au four. On est très très loin des plats individuels type entrée, plat, dessert. Le Rapama, c'est vraiment une représentation visuelle d'une grande tablée qui fait la fête. C'est pas quelque chose qu'on mange vite fait. C'est un truc qui pèse dans l'estomac, qui est compliqué, que ce soit à partager, à manger, on en renverse partout. C'est le folklore arménien dans toute sa splendeur. C'est encore une fois un plat qui a une signification d'abondance,
avec le riz qui sort de la courge, les fruits secs, le miel. Le tout symbolise une année douce, prospère, abondante, riche, joyeuse. Parfois, quand la courge est trop difficile à trouver, on fait carrément le riz avec les autres ingrédients que je vous ai cités, mais sans la courge. Dans tous les cas, c'est une obligation. Vous l'aurez compris, les Arméniens sont amoureux des fruits secs. Et dans n'importe quelle famille orientale de tout l'Orient, vous trouverez absolument des assiettes de fruits secs sur les tables. Des paniers de fruits secs. Avant, offrir des fruits secs, c'était pas du tout un cadeau banal. C'était quelque chose de très précieux. Donc ça comprenait en général des noix, des dattes, des figues séchées, des amandes, des noix de cajou, des graines de tournesol, des abricots séchés aussi beaucoup. Et en fait, ce sont des aliments qui se conservent pour l'hiver une fois que les récoltes sont terminées. Et ce sont des aliments très nourrissants, très riches, qui vont donner beaucoup d'énergie. Et à l'époque, c'était hors de prix. Là, on trouve que oui, c'est cher, ça reste quand même des produits assez onéreux, mais à l'époque, c'était carrément du luxe. Donc à Noël, on a gardé cette tradition de préparer une jolie assiette garnie de fruits secs. Et pendant toute la période, on va en laisser à disposition sur la table au cas où on a des invités. Il faut absolument qu'on ait des fruits secs tout le temps à la maison. C'est aussi un très beau cadeau à offrir. Si jamais vous avez quelqu'un qui vient de l'Orient qui vous offre un plateau de fruits secs, ne soyez pas choqués. C'est un cadeau qui a beaucoup de valeur à nos yeux. On continue avec les grandes stars de nos tables, les mezzés libanais. Je nomme hummus, babaranouj, labné, zeytoun, sambousek fromage, sambousek viande, sambousek épinards, kebbé, falafel, taboulé, feuilles de vigne, halloumé, bref, appelez ça comme vous voulez. Tous les mezzés que vous pouvez imaginer, tout ce qui vous passe par la tête sera sur notre table. Absolument, sinon il y a bagarre. Je ne peux pas tout citer, sinon on s'en sort pas. Et évidemment, on trouvera tout ce qui est toast chèvre miel, foie gras, saumon, plateau de fruits de mer. C'est du grand n'importe quoi. On a de l'Orient, de l'Occident, mais surtout beaucoup de Méditerranée. On va terminer cette vidéo par le sucre. Que serait une table arméno-libano-française sans sucre finalement? Adieu la bûche traditionnelle, bienvenue le soudjour sucré. Pour ceux qui connaissent pas, oui ça existe. Les brioches, les katas, les pâtisseries, bref. Chez les Arméniens, on retrouve tout d'abord le kata. Le kata, c'est une pâtisserie à base de pâte feuilletée qui est fourrée et qu'on prépare uniquement pour les grandes occasions. Je trouve ça délicieux, mais vraiment j'adore ça. Et en plus, c'est le seul truc que je sais pas faire. On fait aussi du soudjour sucré, qui est en fait un assemblage de noix qui vont être trempées dans du jus de raisin épaissi. J'adore ça, sauf qu'ils mettent de la cannelle et moi je déteste. Donc j'en mange pas. Bien sûr, on va retrouver les classiques de la pâtisserie libanaise. Baklewa, namoura, sfouf, kaak sucré, atayef, des fois même du kenefes, c'est n'importe quoi. Sahlab, mohallabi, merlet le lendemain matin. Encore une fois, j'aime pas ça, il y a trop de cannelle. On garde quand même une bûche. En général, elle est glacée, c'est histoire de faire passer le tout. Et si t'as pas encore fait une overdose, tu peux enchaîner avec le fameux petit déjeuner du 25 qui a lieu vers 14h avec beaucoup de café et pour lequel on prévoit des tchörek. Le tchörek, c'est quoi? C'est une brioche arménienne faite avec une épice qui s'appelle le mahlab, sans oublier bien sûr du panettone italien, sans quoi ma mère peut piquer une crise. Panettone à la pistache, panettone aux fruits secs, panettone au chocolat, mon préféré. Panettone, avant que les Italiens ils me tombent dessus. Bref, vous l'aurez compris, les Arméniens adorent manger à Noël. Adorent manger à Noël. Mais sur toute la période, et ça c'est toute l'année, sinon ce serait pas comme ça. Et hormis l'humour, ce qui est le plus précieux pour nous, c'est que quand on conserve ces traditions, on les prépare ensemble à la maison. Donc la fête commence bien avant la première date de fête du 24 au soir. Et ça nous permet de créer de merveilleux souvenirs et de merveilleuses recettes à transmettre de génération en génération. Évidemment, dans toutes les maisons, vous retrouverez des icônes, des crèches, des croix, des anges. De manière générale, toute la décoration, jusqu'à la petite carte pour écrire ton nom dessus sur ton assiette, sera minutieusement choisie et travaillée par la maîtresse de maison. Dans ma famille, on a bien sûr un dress code chaque année, qu'on essaye plus ou moins de respecter selon les affinités de chacun avec tout ce qui est couleurs et paillettes. Et j'espère que tu vas pouvoir me raconter les traditions de ta famille dans les commentaires, me suivre sur TikTok et sur Insta et t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater l'épisode de demain. Bisous!